Le chef du groupe État islamique est abattu. Abou Bakr al-Baghdadi est mort dans une opération menée par les forces spéciales américaines. Donald Trump a confirmé l'information ce dimanche lors d'un point de presse. 22 candidats pour un seul fauteuil. En Algérie, la commission électorale a clôturé le dépôt des candidatures. 2 anciens ministres de Bouteflika sont favoris pour la présidentielle. Et puis au Burundi, 4 journalistes sont jetés en prison. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité de l'État. Ils couvraient l'incursion des rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo. Voilà donc pour les titres, mesdames, messieurs, merci de choisir Sika TV pour mieux vous informer. Et en bref, pour ouvrir ce journal, cette fois-ci c'est la bonne. Le chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi est mort dans une opération militaire menée par les forces spéciales américaines. Le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé l'information déjà annoncée par plusieurs médias américains. C'était au cours d'une conférence de presse ce dimanche. Quelque chose de très grand vient de se produire, avait tweeté le chef de la Maison-Blanche un peu plus tôt dans la journée. Sans plus de précision, le président américain a expliqué qu'Abou Bakr al-Baghdadi avait perdu la vie dans un raid américain mené dans le nord-ouest de la Syrie. Des commandos américains ont été héliportés sur place à l'aide de 8 hélicoptères pour tenter de capturer le chef de l'État islamique dans la confusion. Al-Baghdadi a donc d'abord tenté de s'enfuir via un tunnel, amenant avec lui 3 de ses enfants, cernés par les forces spéciales américaines. Il se serait donc ravisé avant donc de déclencher sa veste d'explosifs qu'il portait. Le président américain a assisté donc à toute l'opération depuis la situation room. Les images étaient nettes, que c'était donc comme un film qu'on regardait, a déclaré Donald Trump. Nous sommes restés 2 heures sur place et nous avons donc pu récupérer de nombreux documents sensibles, a précisé le chef de la Maison-Blanche. Et puis, autre information à présent. En Guinée-Bissau, les forces de l'ordre ont violemment empêché la tenue d'une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre. Une répression qui a donc fait 1 mort et plusieurs blessés dans une ambiance de plus en plus tendue à 1 mois de l'échéance électorale. Voici donc les images. Un militant de l'opposition en Guinée-Bissau a été tué samedi par des policiers qui ont empêché à coups de gaz lacrymogène plusieurs milliers de personnes de manifester dans la capitale pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue dans 1 mois. Demba Baldé, âgé de 48 ans, se trouvait dans une permanence du second parti d'opposition à l'Assemblée, le Parti pour la rénovation sociale, PRS. Ailleurs, dans la ville, la police est intervenue à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui tentaient de se rassembler, faisant plusieurs blessés. Les principaux partis d'opposition et des candidats se présentant comme indépendants avaient appelé à manifester pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors du scrutin fixé au 24 novembre prochain. Cette révision, refusée par le gouvernement dirigé par le parti historique, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, entraînerait un report de l'élection alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral. Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars, la Guinée-Bissau tente encore de sortir de la crise qu'elle traverse depuis août 2015. 12 candidatures ont été retenues par la Cour suprême pour le premier tour de la présidentielle fixé au 24 novembre, dont celle du président sortant, José Mario Vaz, exclu du PAIGC et qui se présentera en candidat indépendant. En Algérie, 22 prétendants veulent briguer le fauteuil présidentiel. Parmi eux, 2 anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika. Le scrutin prévu pour le 12 décembre est toujours contesté par les manifestants dans la rue. Tous 2 septuagénaires, ils font figure de favoris de l'élection présidentielle qui est cependant contestée chaque semaine par la rue. Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune sont 2 produits du système politique au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, dont l'actuel mouvement inédit de contestation demande le démantèlement. Le pouvoir a dû annuler, faute de candidats, un premier scrutin prévu le 4 juillet dernier.
Âgé de 115 ans, Ali Benflis se présente depuis 15 ans comme le principal opposant du président déchu dont il fut très proche. Limogé en 2003, Benflis se présente contre Bouteflika l'année suivante, en 2014. Il arrive chaque fois deuxième, très loin derrière le chef de l'État réélu, avec plus de 80% des voix. De son côté, Tebboune, 113 ans, a été haut fonctionnaire avant d'occuper ses premières fonctions ministérielles au début des années 90 jusqu'en 2002. Il est rappelé au gouvernement en 2012 et l'a dirigé en mai 2017 pour 3 mois. Le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir aux mains des ex-figures des 20 ans de présidence Bouteflika, contraints à la démission en avril par la pression populaire. Au total, l'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, a enregistré 22 candidatures. L'ANIE a désormais 7 jours pour statuer sur la validité de ces candidatures et publier la liste des candidats retenus qu'elle doit ensuite transmettre au Conseil constitutionnel. Ce dernier doit valider la liste définitive des candidats. Le prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, dénonce ceux qui veulent créer une crise ethnique et religieuse en Éthiopie. Des violences lors des manifestations la semaine dernière ont fait 67 morts dans le pays. Le Premier ministre se dit très inquiet. Un reportage. L'Éthiopie est secouée depuis plusieurs jours par une série de manifestations qui ont souvent viré en heurts meurtriers. 67 morts ont jusqu'ici été dénombrés. Le Premier ministre, récemment récompensé du prix Nobel de la paix lors de sa première déclaration depuis le début des affrontements, a indiqué que la crise actuelle pourrait encore s'aggraver si les Éthiopiens ne s'unissent pas. Abiy Ahmed a assuré que son équipe travaillerait sans relâche pour garantir que la justice prévale et traduire en justice les coupables. Mais l'autorité a surtout dénoncé une tentative de transformer la crise actuelle en une crise ethnique et religieuse. En effet, les violences ont éclaté mercredi dans la capitale, Addis Abeba, avant de se répandre dans la région d'Oromia. À la base, les partisans d'un activiste controversé descendus dans la rue, brûlant des pneus et érigeant des barricades. Les affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre, mais aussi des communautés entre elles. Le ministère de la Défense a annoncé le déploiement de militaires dans 7 zones où la situation restait particulièrement tendue. Jawar Mohamed est un ancien allié du Premier ministre réformateur Abiy. Tous deux appartiennent à la communauté Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux en Éthiopie. Mais les relations entre les deux hommes se sont récemment détériorées. Jawar Mohamed n'a d'ailleurs pas exclu une éventuelle candidature contre le Premier ministre. En Afrique de l'Ouest, à présent, au Burkina Faso, plus de 10 000 personnes ont participé à un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité. C'était ce samedi dans la capitale Ouagadougou. L'armée burkinabé, faut-il le rappeler, est confrontée à des attaques djihadistes meurtrières et récurrentes depuis 2015. Les précisions. Plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité confrontées à des attaques djihadistes meurtrières et récurrentes depuis 2015. Les manifestants s'étaient rassemblés au stade municipal Joseph Konombo dans la capitale burkinabé. Munis de fanillons, le poing en l'air, ils ont entonné l'hymne national en soutien aux forces de sécurité, puis observé 1 minute de silence en hommage aux victimes. Depuis que les terroristes ont commencé à sévir, il me semble que les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées dans la posture de la défense et de réplique. Il s'agit là d'une stratégie qui a ses forces et ses limites. Il me paraît nécessaire de sortir de la défensive pour nous engager résolument et activement à l'offensive, tous azimuts. Nous appelons au sursaut patriotique afin de faire des 20 millions de Burkinabés des soldats au service de la défense de la patrie. Tous unis, nous parviendrons à bout de la barbarie. Alors, peuple du Burkina, montrons-leur que nous sommes encore plus déterminés et que nous n'avons jamais eu peur de la mort. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Sous-équipée et mal encadrée, l'armée qui paie un lourd tribut aux djihadistes s'est jusqu'ici montrée incapable d'enrayer le phénomène.
rassemblement, c'est de motiver ces forces de défense et de sécurité à aller de l'avant, que nous comptons sur eux. Parce que s'ils baissent les bras, c'est fini pour tout le monde. Donc c'est très important de les encourager et de les motiver d'aller de l'avant. La troisième, c'est une attaque à notre intégrité, à notre dignité, à notre vivre ensemble, à notre cohésion. Voilà pourquoi nous avons appelé tous les Burkinabés, sans distinction quelconque, à s'unir autour de la lutte contre le terrorisme. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait près de 625 morts et occasionné près de 500 000 déplacés internes. Et puis au Burundi, sale temps pour les hommes des médias. 4 journalistes et leurs chauffeurs ont été écroués samedi. Ils ont été arrêtés alors qu'ils couvraient l'incursion des rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo. Ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. Le procureur de Bubanza au Burundi a accusé 4 journalistes et leurs chauffeurs de complicité avec le groupe armé qui a commis une attaque mardi. L'autorité judiciaire les a inculpés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, d'après une source policière sous couvert d'anonymat. Ils ont ensuite été conduits à la prison centrale de Bubanza où ils ont été écroués, à en croire la même source. Un procès doit être organisé très rapidement, suivant la procédure de flagrant délit. Selon le code pénal burundais, les intéressés risquent de 5 à 10 ans de prison. Vous savez très bien que de telles enquêtes, en matière d'enquête préliminaire et judiciaire, ce sont des enquêtes qui se font discrètement. Et attendons alors la fin des enquêtes. Et au moment voulu, si jamais les faits qui les sont reprochés ne seront pas prouvés, ils seront relâchés et au cas contraire, ils seront transmis aux instances habilitées, au ministère public et à la justice. Les journalistes concernés travaillaient pour Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi. Au moins 14 rebelles du groupe burundais Red Tabara, basés dans l'est de la RDC, ont été tués lors de l'attaque de mardi. La première depuis 2017, selon la police burundaise. De son côté, le mouvement rebelle a affirmé avoir tué une dizaine de membres des forces de défense et de sécurité. Reporters sans frontières a demandé la libération sans délai des journalistes et du chauffeur, soulignant qu'ils n'ont rien fait d'autre que leur travail en allant vérifier sur place les informations qui faisaient état d'affrontements armés. Human Rights Watch a également exigé leur libération immédiate. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision. Sika TV, au revoir.